Fidèles téléspectateurs de Djoliba TV News, merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de Carnet de santé. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet sur le cancer de l'estomac. Le cancer de l'estomac, c'est quoi cette pathologie, ses facteurs de risque, son traitement et évidemment les signes à surveiller. Pour faire le point sur cette pathologie encore peu connue, nous recevons sur ce plateau le docteur Madani Ly. Il est cancérologue et également président de la Ligue malienne de la lutte contre le cancer. Et bonsoir docteur. Bonsoir. Et merci de nous rejoindre pour ce numéro de Carnet de santé. Merci. D'accord. D'entrée de jeu, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le cancer de l'estomac ainsi que ses principales causes? Alors, on parle de cancer de l'estomac quand l'unité fonctionnelle de l'estomac, qui est la cellule, se met à se multiplier de façon incontrôlée et indéfinie dans le temps et qui va causer une ulcération ou plaie au niveau de l'estomac. Et dans certains cas, ça va donner une masse ou tuméfaction au niveau de l'estomac. L'une des caractéristiques de cette cellule, malheureusement, elle a la capacité de se détacher de l'estomac et à travers les vaisseaux lymphatiques ou les vaisseaux sanguins pour aller coloniser d'autres parties de l'organisme. Ça commence généralement d'abord par les ganglions autour de l'estomac et ensuite par le sang. Ça peut atteindre le foie, les péritoines, la cavité abdominale, le poumon et souvent même les os. Donc c'est ce qui fait la gravité de ces cancers comme tous les autres cancers. D'accord. Alors, si on parle de cancer de l'estomac, est-ce qu'il y a une cause qui est réellement identifiée? On va dire non. Mais les données de la science, les avancées nous ont démontré ce qu'on appelle les facteurs épidémiologiques, qu'il y a vraiment des facteurs de risque. Et il y a certains facteurs de risque qui sont vraiment évitables. Donc ça, je pense que c'est un des avantages de cette émission où nous allons profiter pour sensibiliser la population pour qu'on fasse attention aux facteurs de risque. Ça, c'est très important. Donc, parmi les facteurs de risque... Les facteurs de risque, on en vient. Mais avant, est-ce que vous pouvez nous dire, est-ce que cette maladie, elle est fréquente au Mali ici? Alors, et si vous avez justement... Cette maladie est fréquente parmi les cancers. Alors, c'est le deuxième cancer en République du Mali. Mais si on associe de façon épidémiologique les hommes et les femmes, ça devient le premier cancer. C'est-à-dire, on dit tout sexe confondu. Donc, deuxième cancer en République du Mali qui est diagnostiqué, malheureusement, dans la majorité des cas, à des stades avancés. Parce que les gens ne font pas attention à certains signes mineurs qui peuvent être le déclenchement du cancer de l'estomac, malheureusement. Ça, c'est une des explications c'est l'explication la plus probable, selon nos données. Donc, environ en chiffre, il y a au moins 2000 cas de cancer de l'estomac au minimum qui sont diagnostiqués chaque année en République du Mali. C'est dont on a eu la preuve, ça c'est très important, on pense que c'est très sous-estimé et surtout c'est ceux qui ont accès aux soins de santé. Et surtout, pas seulement, et ceux qui ont la chance de faire ce qu'on appelle la fibroscopie. Parce que c'est la fibroscopie qui permet de faire réellement les diagnostics par les gastro-entérologues. Quand on fait la fibro, on fait une biopsie. C'est le résultat qui va dire réellement s'il y a un cancer ou non. D'accord. On parlait tantôt des principaux facteurs de risque. Quels peuvent être ces facteurs qui sont associés au cancer de l'estomac? Alors, il y a les facteurs de risque qui sont liés généralement à notre mode de vie, surtout l'alimentation. Et ce qui est surtout important dans le cancer de l'estomac, qui a été démontré dans toutes les études scientifiques, c'est la façon de conserver les aliments. Et parmi les façons de conserver les aliments, et on sait que c'est la façon essentielle au Mali, c'est fumer les aliments, surtout le poisson fumé. Vous savez qu'au Mali, on ne peut pas conserver le poisson au long terme sans passer par la fumigation. Ou dans certaines cultures, on va saler pour que ça ne pourrisse pas, pour bien garder. Donc c'est tous les aliments, même si la viande
vous les fumez pour les garder sur le long cours. Donc, quel que soit l'aliment qui est fumé pour garder au long cours, ça c'est un facteur de risque vraiment de cancer de l'estomac. Fumé, grillé, parce qu'en parlant de la viande, on a les viandes grillées aussi, on a la brochette et autres. Non, je n'ai pas dit grillé, j'ai dit pour conserver l'aliment au long cours. Généralement, quand on grille la viande, c'est pour manger le même jour ou le lendemain. Maintenant, c'est la conservation de l'aliment au long cours parce que c'est pour éviter que les bactéries pullulent dans l'aliment qu'on va passer par là. Un des exemples frappants de ça, en Europe, avant la Deuxième Guerre mondiale, avant on va dire l'industrialisation, ça a été démontré partout, dans toutes les études scientifiques, pardon. Ils aussi, c'était la salaison et la fumigation des aliments pour les conserver. Mais avec l'industrialisation, avec l'avènement du réfrigérateur qu'on appelle les frigos en termes courants, et en changeant cette méthode de conservation des aliments, les cancers de l'estomac ne devenaient qu'était un véritable problème de santé publique, un cancer très fréquent au cours des décennies. Comme cette habitude a changé, donc les cancers de l'estomac, l'incidence a beaucoup diminué. Donc c'est un changement de mode de vie. Donc ça c'est très important. Donc nous avons ce qu'on a dit au niveau des études épidémiologiques, la preuve du concept sur les populations, donc en fonction de leur mode de vie. Alors, nous ne disons pas ça, bien sûr, pour faire peur à nos téléspectateurs. Non, nous parlons d'une maladie qu'on peut éviter en changeant les habitudes alimentaires. Alors, un exemple, quelqu'un qui mange tous les jours, matin et soir, le poisson fumé, n'aura pas les mêmes risques que quelqu'un qui mange une fois par semaine ou une fois par mois. Ça, c'est très important. Et l'objectif de l'émission n'est pas de dire aux gens de ne pas acheter du poisson fumé, premièrement. Et deuxièmement, il y a des nouvelles habitudes maintenant qu'on ne faisait pas avant. À mon avis, c'est le plus dangereux dans la conservation quand on prend le poisson fumé. Vous savez, ils mettent beaucoup de produits chimiques pour conserver longtemps et mieux. Et généralement, vous avez une émission par un de vos journalistes célèbres, un de vos confrères, M. Diallo, qui a eu un prix même sur ça, il y a quelques années. Ces produits sont cancérigènes, c'est très clair. Maintenant, les femmes qui font ça pour des raisons de conservation d'aliments et financières, parce que c'est leur activité génétique, ne sont pas conscientes de ces dangers. Et elles ne font pas exprès pour nous rendre malades. Ça, c'est important. Donc, du coup, et je pense qu'à un moment, le ministère de l'Agriculture et avec la santé ont fait, à mon avis, des formations pour attirer l'attention sur ça. Donc, vraiment, il faut que cette pratique évolue. Surtout les produits chimiques, il faut qu'on l'évite. Clairement, c'est cancérigène. D'accord. Donc, le monde alimentaire est l'un des principaux facteurs de risque. Des risques. Ouais. Ensuite, il y a une bactérie qu'on appelle Helicobacter pylori. Ça, c'est pas lié en fait à notre alimentation en tant que telle. Elle existe partout. C'est un germe, on va dire, au cours de l'évolution de l'histoire de l'humanité qui évolue avec l'humain, on va dire ça comme ça, et qui se trouve dans l'estomac. Donc du coup, et cette bactérie est responsable généralement de ce qu'on appelle, ce que tout le monde appelle ulcère de l'estomac ou ulcère gastrique. Entre parenthèses, les Maliens vont dire j'ai l'estomac, comme si on n'a pas l'estomac naturellement, de façon physiologique. Donc cette bactérie aussi est responsable, clairement démontrée. C'est elle-même qui est responsable de la majorité des cas de cancer de l'estomac partout dans le monde, en dehors de l'alimentation. Quand on va prendre quelqu'un chez qui ne mange que de l'aliment dans le réfrigérateur qui est bien conservé, qui conserve correctement au frais, il peut faire un cancer de l'estomac s'il a cette bactérie qui est dans l'estomac et qui n'a pas été bien traitée, surtout quand ça donne des ulcères ou des gastrites à répétition. Donc ça, c'est très très important. D'accord. Est-ce qu'on doit comprendre que l'ulcère gastrique est différent du cancer de l'estomac? Oui, l'ulcère gastrique, en médecine, dans notre définition et comme maladie, est différente du cancer de l'estomac. Mais attention, l'ulcère gastrique peut évoluer vers le cancer de l'estomac dans certaines situations. Ça peut être une lésion précancéreuse. Donc, c'est pour ça c'est très important de bien traiter. Une fois que le diagnostic de l'ulcère gastrique est posé, il faut que
le patient prenne les médicaments correctement. Donc, dès que les signes disparaissent, on a démontré, ça c'est démontré partout, comme c'est un traitement qui va prendre 6 semaines, jusqu'à 8 semaines dans certaines situations. Une fois que les premiers symptômes disparaissent, souvent les gens laissent les traitements. Il y a un abandon des traitements. Donc, du coup, ça c'est pas bon du tout. Donc, il faut vraiment traiter correctement toute ulcère ou gastrite de l'estomac. D'accord. Est-ce qu'il y a une prédisposition génétique au cancer? Effectivement, il y a certaines maladies particulières qui peuvent prédisposer au cancer de l'estomac, mais ce n'est pas fréquent, heureusement. C'est pour ça que je n'en ai pas parlé dans les facteurs de risque. Voilà. D'accord. Est-ce que dans le cas du cancer de l'estomac, est-ce qu'il présente certains signes spécifiques qui sont contraires aux autres signes? Alors, avant d'arriver à ça, on a oublié un facteur de risque important d'évoquer, c'est le tabac et l'alcoolisme. Le tabac, ce n'est pas bon pour la santé. Le cancer aussi de l'estomac, le tabac fait partie des facteurs de risque. Donc, il ne faut pas boire, il ne faut pas fumer. Donc, vraiment, ça évite aussi les cancers, diminuer les risques de cancer de l'estomac. Alors, est-ce qu'il y a des signes spécifiques au cancer de l'estomac? Il n'y a pas de signes spécifiques au cancer de l'estomac, mais généralement, les gens qui consultent pour cancer de l'estomac, ils peuvent venir avec des douleurs au ventre qu'on appelle en termes médicaux épigastralgie. La personne va mettre la main au haut du ventre, vers de l'abdomen en disant que moi j'ai mal ici, et surtout quand j'ai faim et je ne me sens pas à l'aise quand je mange. Ça peut être un signe. Il y a des gens qui vont faire des rôtes ou érectations. Ils vont faire beaucoup de rôtes. Ça peut être un signe du cancer de l'estomac. Il y a des gens, dès qu'ils mangent quelques heures après, ils vont se mettre à vomir. Donc, ou bien avec un vomissement chronique et qui est rythmé par l'alimentation. Donc, ça peut être aussi un signe du cancer de l'estomac. Il y a des gens qui peuvent vomir carrément du sang. Ça peut être un signe du cancer de l'estomac. Ou bien d'autres dans les selles qui vont être noirs. Ça veut dire que le sang est digéré. Ça veut dire que probablement il y a le cancer au niveau de l'estomac qui est en train de saigner de façon chronique. Et donc, ça peut se manifester par des selles très noires. Donc, il veut dire que c'est le sang qui a été digéré par l'estomac. Les selles noires, c'est ce que ça veut dire. Donc, il y a des gens qui peuvent avoir un amaigrissement inexpliqué et qui ont une perte d'appétit, on ne sait pas pourquoi. C'est en allant chez les médecins, en l'examinant, en faisant les examens, on peut tomber sur un cancer de l'estomac. Donc, il y a des gens aussi, ça peut être une masse au niveau du ventre, ils vont sentir une boule au niveau du ventre alors qu'ils pensaient qu'ils n'avaient rien. Donc, ça aussi, ça peut être un signe du cancer de l'estomac. Donc, il y a des gens qui vont avoir simplement du mal à digérer l'aliment. Ils n'ont pas de douleur et ils ont de l'appétit, mais ils remarquent petit à petit qu'il y a des aliments qu'ils ne peuvent pas digérer. Par la suite, dès qu'ils mangent, ils ont un inconfort, même s'ils ne vomissent pas. Et tant que l'aliment n'est pas digéré, tant bien que mal, ils ne sont pas à l'aise. Ça, c'est des signes précoces, ça n'est pas négligé. Voilà, ça peut être un signe du cancer de l'estomac, clairement. D'accord. Mais docteur, dites-nous, en quoi le cancer de l'estomac diffère-t-il des autres cancers digestifs? Alors, déjà, ça diffère par son siège, l'estomac, qui est différent du reste du tube digestif quand on parle de la partie terminale qui est le côlon et le rectum. Déjà, donc du coup, c'est ce qui va faire que les signes ne vont pas être les mêmes. Un exemple, généralement dans les cancers du côlon, on souffre de douleurs dans le bas-ventre, on peut avoir des saignements dans les selles et surtout, ce qui est fréquent, c'est soit la constipation dans le côlon ou une alternance de diarrhée-constipation. Donc, c'est ce qui fait essentiellement la différence avec les cancers de l'eau. Et bien sûr, les traitements ne sont pas les mêmes. Et les techniques, bien sûr, la chirurgie est importante dans tous les cancers du tube digestif, mais les techniques ne sont pas du tout les mêmes. D'accord. À quel âge on est susceptible de développer ce cancer, le cancer de l'estomac? Ça, c'est une très bonne question. Donc, quand on regarde les registres du cancer du Mali, la majorité des cancers au Mali, le pic, c'est entre 45 et 55 ans, à peu près. Donc, dans nos registres. Donc, du coup, quand on regarde les épidémiologiques dans d'autres pays, généralement, les cancers, c'est à un âge avancé. Mais nous, en Afrique, même au Mali, en Afrique subsaharienne, généralement, tous les cancers, on voit à des âges relativement jeunes par rapport à l'Occident.
Je pense que ça, c'est lié à la dynamique de nos populations et surtout aussi et à notre espérance de vie. Il faut être réaliste aussi. Donc, si une population ne vieillit pas beaucoup, les cancers vont se voir dans cette population aussi un peu plus jeune. Il y a cette dynamique des âges aussi qui est là. D'accord. Quels sont les examens qui sont disponibles pour le diagnostic de ce cancer? Alors, ça, c'est une question très importante, Aïssata. Parce que dans notre pratique de tous les jours, qu'est-ce que nous avons remarqué? Pour vraiment avancer et poser le diagnostic du cancer de l'estomac, il faut faire un examen qu'on appelle la fibroscopie ou l'endoscopie digestive haute. C'est un appareil qu'on pénètre par les fibroscopes qui pénètrent par la bouche pour aller voir l'intérieur de l'estomac. Et ça se fait à jeun. Il ne faut pas se les cacher, c'est un examen qui est désagréable, mais qui n'est pas douloureux. Mais heureusement, les techniques ayant avancé, maintenant on peut faire des petites anesthésies de 5 maximum 10 minutes. On fait l'examen, la personne n'est au courant de rien et surtout quand on voit la lésion, on va biopsier, ce n'est pas douloureux. Parce que la personne a fait une petite anesthésie, c'est maximum 15 minutes. Et la personne se réveille. On n'a pas besoin d'aller au bloc opératoire pour faire cet examen. Donc, quand on parle d'anesthésie, les gens ont peur, ce n'est pas comme l'anesthésie que tout le monde connaît dans une grande opération. Ce n'est pas ça du tout, premièrement. Donc, quand on fait... Alors, ce qui est encore important, dans la description, vous avez vu qu'il y a des signes qu'on ne considère pas, des signes banaux, qui sont considérés comme tout le monde, un signe qui est considéré comme banal, un inconfort digestif, une nausée, une petite douleur abdominale qui n'empêche de rien faire, ça peut être révélateur du cancer de l'estomac. Donc le message fort, devant tout inconfort digestif, nausée, vomissement, douleur, qu'on ne comprend pas même à digérer, il faut voir un médecin. Soit son médecin généraliste qui va vous donner une fibroscopie, soit un gastro-entérologue qui va vous faire une fibroscopie. Il ne faut pas, la fibroscopie, c'est l'endoscopie digestive haute qui permet de bien voir de l'estomac, est-ce qu'il n'y a pas de plaie, il y a un ulcère, est-ce qu'il y a un cancer débutant. Donc, vraiment, il ne faut pas avoir peur de cet examen. Hein? Je dis c'est désagréable, non douloureux, et de plus en plus, on est en train de développer l'examen, même au Mali, sous anesthésie. Donc, il fait qu'il y ait l'examen clé pour aller voir l'estomac. Quand on va voir une lésion ou une tumeur, et on va biopsier dans la foulée, en envoyant ça au laboratoire, et l'examen va nous dire que vraiment c'est un cancer. Voilà. Donc, du coup, ça, c'est très important. Et on voit que même jusqu'à présent, la majeure partie des patients et de la population est réticente à faire la fibroscopie. Et ces explications nous amènent sûrement au mode de traitement. Quelles sont les différentes options de traitement pour le cancer? Alors, ça c'est une question très importante. Une fois que les médecins gastro-entérologues généralement, ou les généralistes, avant d'aller chez le chirurgien ou chez l'oncologue, généralement ne sont pas les premiers relais. Bon, par les hasards, on peut être les premiers relais. Une fois que le diagnostic est possible par la fibroscopie et la biopsie, on va faire d'abord ce qu'on appelle les bilans d'extension ou d'évolution de la maladie. Ça, c'est très important. Parce que la stratégie thérapeutique va dépendre du degré de la maladie ou du stade. Donc, qu'est-ce qu'on va faire après la fibroscopie? On va faire des prises de sang et un examen capital qui est le scanner thoracique et abdominopelvien. Dans la définition, je vous ai dit que les cellules tumorales ou les cellules cancéreuses de l'estomac, ils ont l'intelligence et ils ont la capacité de se disséminer dans l'organisme. Donc, une fois que c'est disséminé, généralement, la chirurgie n'a plus de place. On va faire ce qu'on appelle les traitements, dans notre jargon systémique, les traitements par voie veineuse dans des perfusions. Donc, quand on fait les scanners, qui nous permet de stadifier en disant que le cancer est localisé uniquement au niveau de l'estomac ou des ganglions autour, donc, en ce moment, donc au début, on va dire dans les stades initiaux, donc le traitement, la pierre angulaire, c'est la chirurgie. C'est systématique. Dans les stades initiaux partout, même le Mali fait partie, chez la chirurgie, et dans la plupart des cas, on enlève l'estomac. C'est ce qu'on appelle la gastrectomie. Elle peut être partielle ou totale en fonction du site de localisation de la tumeur au niveau de l'estomac. Cette gastrectomie-là, ça peut pas être un handicap dans le fonctionnement
Si, elle aura des conséquences. Je donne un exemple. Quelqu'un qui a 80 kg après une gastrectomie, il peut venir à 60 kg. Donc maintenant, les chirurgiens, ils ont les techniques, les différentes techniques, en fonction de la localisation et de l'indication de la chirurgie. Donc, ils vont reconstruire l'estomac. Ils ont des systèmes pour reprendre les règles du type digestif pour reconstruire un estomac. Bien sûr qu'il n'aura pas la même capacité que votre estomac avant. Donc, du coup, et votre alimentation va diminuer et il y aura une rééducation de prendre des aliments toutes les 2 heures et l'organisme va s'adapter progressivement. Et vous aurez compris que dans ça, vous allez perdre du poids, naturellement. Et vous savez qu'on se sert de ça pour traiter même certaines obésités. Vous avez vu, on dit on met des anneaux à certains qui sont vraiment obèses, ou bien on va même couper leur estomac pour qu'il n'ait pas de... L'estomac n'a pas beaucoup de capacité quand l'obésité devient une maladie grave chez certains, ceux qui ont 150, 130, 120 kilos. Donc avec la gastrectomie, ils peuvent revenir jusqu'à 80 kilos. Donc c'est le même principe de chirurgie. Mais la gastrectomie, là, ça se pratique au Mali ici, ou bien il faut... Ben non, on n'a pas... Aujourd'hui, pour traiter les cancers de l'estomac, on a besoin d'aller nulle part. On peut tout faire au Mali. Il y a des chirurgiens qui ont appris la gastrectomie, la chirurgie du cancer de l'estomac. Là où la question est importante, on ne peut pas faire la gastrectomie dans tous les hôpitaux, dans toutes les structures de santé au Mali. Ça, ce n'est pas possible. C'est une question de niveau, de plateau technique, d'une structure de réanimation, d'anesthésie, parce que ça se prépare. Donc, toutes les structures sanitaires ne peuvent pas faire clairement la gastrectomie. Ce n'est pas possible. Voilà. Il y a des plateaux techniques au niveau de l'hôpital où on peut faire et des cliniques. D'accord. Est-ce qu'on peut prévenir le cancer de l'estomac? Oui. Moi, je dirais on peut prévenir. Il ne faut pas fumer, il ne faut pas boire. Il faut éviter tant qu'on peut tous les facteurs de risque. Et surtout, le facteur protecteur, c'est manger beaucoup de fruits et légumes comme tous les cancers. Manger beaucoup de fruits et légumes et faire l'exercice physique, le sport, la marche, la natation. Chacun fait le sport qu'il peut. Voilà. D'accord. Après un traitement, que ce soit chirurgical ou la gastrectomie, quelle peut être l'espérance de vie d'un malade de cancer de l'estomac? Alors, quelque chose de très important, nous avons parlé que de la chirurgie. Ça, c'est au début, tout début, quand c'est localisé. Maintenant, dans la stratégie thérapeutique, quand la maladie, on va dire, elle est localement avancée, on est sûr, quand on va faire déjà la chirurgie, on ne peut pas tout enlever. On peut avoir l'information avant. Donc, on fait ce qu'on appelle la chimiothérapie. Et on appelle cette chimiothérapie avant l'opération, chimiothérapie périopératoire. Donc, ça consiste à mettre des produits par les veines de chimiothérapie. Ils vont passer par la circulation sanguine et aller détruire les cellules tumorales qui se trouvent dans l'estomac et dans les ganglions environnants. Donc, du coup, généralement, on va faire à peu près 3 mois avant l'opération. Et si le patient est opérable en refaisant les examens, on va faire l'opération et après, on va compléter par la chimio. On appelle ça adjuvante. Maintenant, dans certaines situations, la maladie est tellement localement avancée, on se rend compte que même si on fait la chimio périopératoire là, de 3 mois, ça ne suffit pas. On peut aller jusqu'à 6-8 mois de chimiothérapie et qui peut rendre certains opérables. On appelle ça la chimiothérapie non adjuvante. Donc, du coup, et après, si le patient devient opérable, on va l'opérer. Donc, la stratégie thérapeutique est liée au stade, à la situation de chaque malade. Et même la radiothérapie aussi a de la place dans certains groupes et types de cancer de l'estomac. Bien vrai qu'elle est toxique, mais on peut faire après la chirurgie aussi la radiochimiothérapie en même temps. Alors, les gens qu'on ne peut pas opérer, il y a d'autres traitements aussi en fonction de la situation, surtout avec le développement de la biologie et de la biologie des cancers, qu'on peut mettre ce qu'on appelle des thérapies ciblées, certains traitements spécifiques dont le dernier est l'immunothérapie actuellement. Malheureusement, ce traitement coûte très cher et n'est pas accessible aux Maliens. Maintenant, il y a quelques patients qui ont des assurances même internationales au Mali qui peuvent avoir accès à ce traitement et les gens qui ont réellement les moyens. Donc c'est un traitement qui n'est pas accessible parce que même pas 5% de nos patients qui peuvent avoir accès à ces médicaments n'ont pas ces médicaments. Donc c'est pour vous dire en raison du coût. Et le cancer de l'estomac, comme tous les autres cancers, aussi est en train de devenir,
comme la cancérologie, une maladie chronique par excellence, en fonction de chaque situation, même non opérable, en ménageant bien les médicaments qui sont efficaces, on peut avoir ce qu'on appelle de très longs survivants. Donc pour répondre à votre question, plus de la moitié, à peu près 60% des gens vont vivre à 5 ans, parce que c'est une maladie quand même qui est lourde et grave, quand ils sont au stade 1-2. Maintenant, malheureusement, à 5 ans, on perd plus de la moitié des patients, ceux qui ont des stades avancés, malheureusement, malgré l'avancée thérapeutique. Mais maintenant, avec la connaissance, avec les thérapies ciblées et les traitements personnalisés, il y a de plus en plus de longs survivants et vraiment qui ont dépassé tous les chiffres épidémiologiques qui étaient prévus. Donc ça, c'est important. Ça, c'est les avancées. Alors, en parlant d'avancées, justement, quelles sont ces avancées récentes ou les traitements qui sont les traitements prometteurs? C'est l'immunothérapie. Ouais. C'est l'immunothérapie actuellement carrément en cancérologie, dans l'estomac comme dans d'autres localisations, c'est vraiment l'immunothérapie. D'accord. Et les thérapies ciblées, oui. D'accord. Dites-nous, docteur, en cas de vous venez de le dire, c'est une maladie qui est vraiment grave, derrière lequel se posent beaucoup de défis. Quel peut être le rôle surtout de l'entourage dans l'accompagnement du malade? Alors ça, c'est très très important et capital. Alors, l'environnement déjà, devant une maladie chronique, il y a ce qu'on appelle des périodes de dépression. Et quand on est bien entouré, ça peut faire prévenir la dépression. Et surtout, la présence de la famille est importante, surtout dans notre contexte. Le tissu social est important en raison du coût élevé du traitement, surtout de la chimiothérapie. Mais il faut reconnaître qu'il y a eu des avancées. Il y a 5-10 ans, une chimiothérapie de l'estomac qui coûtait 300 000 francs coûte à peu près maintenant 75 000 francs. Donc, avec, on va dire entre guillemets, quand on a mis, le brevet a été levé avec l'avancée de la science et que le brevet a été levé sur les molécules de cancérologie, donc avec les drogues en DCI, en dénomination commune internationale, les pays comme le Mali, qui ne sont pas riches, on a plus en plus accès aux médicaments et qui sont efficaces. Hein. Voilà, donc du coup, on va dire ça, c'est une des avancées majeures de ces dernières années. Il y a des médicaments que nous, on n'osait même pas prescrire. Maintenant, là, on prescrit et il y a un grand nombre de malades qui ont accès à ces médicaments. Mais il y a des efforts à faire. C'est ça les grands défis. Il ne faut pas qu'on s'élève. Une maladie chronique, c'est une maladie par définition par laquelle on va faire sa vie. Même s'il y a des périodes où la maladie n'est pas active, on doit être surveillé. Et ça demande des examens, ça demande des coûts. L'individu seul ne peut pas, il ne faut pas s'élever. À un moment, la famille aussi, quand elle n'a pas la chance d'être dans une famille aisée, elle aussi, elle va être épuisée financièrement et ça va être une cause d'abandon de traitement ou d'abandon de suivi de la maladie. En cas de récidive précoce, pour traiter rapidement, pour assurer la guérison encore du malade. Donc la seule façon, c'est ce que je dis toujours, le Mali ne va pas inventer la roue dans ça. Il faut faire mondialement ce que tout le monde fait qui marche. Ça s'appelle l'assurance maladie. Et au Mali, nous avons la chance d'avoir une assurance. L'assurance maladie obligatoire, c'est ce qui fait que la majorité des Maliens aujourd'hui ont accès à la majorité des soins. Donc dès la conception, malheureusement, les médicaments de la chimiothérapie n'ont pas été mis dans l'assurance maladie. Donc je pense qu'il faut, avec la société civile, avec nos autorités, que des réflexions poussées soient menées pour qu'on mette tous ces médicaments. Ce n'est pas les soins seulement, toutes ces drogues, on va dire que ça coûte cher, oui. L'assurance est là pour quelque chose réellement en santé qui coûte cher. Donc mettre les mécanismes de financement payants, parce que c'est de la solidarité. Ceux qui travaillent, qui ne tombent pas malades, qui vont en réalité financer pour ceux qui tombent malades, parce que heureusement, tout le monde ne tombe pas malade. Donc du coup, il faut qu'on ait un système pérenne. Il ne faut pas s'élever. Si on veut que les gens soient traités correctement en cancérologie, il faut que tout soit pris en charge par l'assurance maladie. D'accord. Est-ce que vous avez un dernier mot, un message de sensibilisation pour nos populations? Alors, message de sensibilisation pour vraiment prévenir les cancers, c'est les bonnes habitudes. Les bonnes habitudes, il ne faut pas fumer, il ne faut pas boire. Donc, pas de tabac, pas d'alcool. Deuxièmement, dans les cancers de l'estomac spécifiquement, à l'endroit de nos mamans,
de nos sœurs qui se battent pour leur famille, pour survenir aux besoins de leur famille. Leur métier, c'est fumer le poisson. Il faut surtout qu'ils évitent les produits chimiques pour la conservation. Notre conservation naturelle, traditionnelle est toujours mieux. Ça, c'est naturel. Et ça, c'est vraiment important. Ceux qui ont les réfrigérateurs, de préférer les réfrigérateurs pour la conservation des aliments. Et ensuite, il faut pratiquer l'exercice physique. Ça, c'est très important. Et manger beaucoup de fruits et légumes. Quand je dis manger fruits et légumes, ce n'est pas les pommes qui n'existent pas au Mali, qui ne viennent pas de chez nous. Actuellement, nous avons la banane, nous avons les pastèques, hein? Nous avons ce qu'on appelle le soussou. Donc, tous ces fruits et légumes, moi je dis, il faut consommer localement ce qui est disponible en fonction de la saison. Et pendant la saison, des fruits qui disponibles ne coûtent pas cher. Là, ce serait une question de volonté. D'accord, une question de volonté. Nous espérons que nos téléspectateurs ont compris toutes les explications que le docteur Ly vient de nous prodiguer. Et c'est ce qui met fin à notre émission d'aujourd'hui, émission qui s'articulait autour du cancer de l'estomac. Merci à vous de nous avoir suivis. Surtout, prenez soin de vous et de vos proches. Au revoir.